Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour, monsieur Etienne Nandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, le Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine demande à la RDC de répondre aux revendications des rebelles du M23 à travers la mise en œuvre effective des accords du 23 mars 2009. Je rappelle que ces accords avaient été signés à Goma, au Nord Kivu, entre le gouvernement congolais et les Congrès national pour la défense du peuple congolais, en sigle CNDP, de Laurent Kunda. Est-ce que cela n'est pas un désaveu pour le gouvernement congolais pour qu'on lui demande de négocier avec les M23? Monsieur Etienne Nandou, je vous rappelle ce que je vous ai toujours dit. Quand vous parlez du gouvernement congolais, n'oubliez pas que nous avons affaire à un groupe de putschistes ayant orchestré un coup d'État après la mascarade électorale de novembre et décembre 2012. Et à mon avis, cet organe de l'Union africaine sème de la confusion. Il sème de la confusion parce que cet organe oublie que le CNDP est devenu un parti politique à part entière et membre de ce qu'on appelle à Kinshasa la majorité présidentielle. Si le CNDP est devenu un membre à part entière de la majorité présidentielle, c'est que il a estimé à un certain moment donné que une réponse a été donnée à ses doléances. Vouloir aujourd'hui que le gouvernement putschiste de Kinshasa réponde aux appels de pied du M23, c'est chercher à favoriser le phénomène d'infiltration des milices qui travaillent avec le Rwanda dans les organes de décision du Congo, dans les institutions, les structures congolaises, pour que la fragilisation de ces institutions et ces structures congolaises puisse se perpétrer. À ce point de notre échange, je pourrais affirmer, sans risque de me tromper, que l'Union africaine s'est trompée d'analyse et elle pourrait être qualifiée de complice de ceux et celles qui travaillent à la mort lente mais sûre de notre pays. Mais ce n'est pas plutôt le gouvernement de Kinshasa qui ne s'est pas montré, qui n'a pas su se montrer convaincant en racontant sa version des faits? Non, monsieur Etienne Nandou, il n'y a pas de gouvernement à Kinshasa. Il y a un groupe de putschistes qui travaillent main dans la main avec les milices du M23 et le Rwanda. Et c'est ce que je ne cesse de dénommer le réseau transnational de prédation. Et c'est là que j'ai dit que l'Union africaine se trompe d'analyse. Parce que le problème n'est pas le M23. Le problème, c'est le fonctionnement de ces réseaux transnationaux de prédation qui est en train de placer ses pions dans toutes les structures, dans toutes les institutions de la RDC. C'est là le problème. J'ai l'impression que l'Union africaine ne va pas très loin dans l'analyse du gangstérisme économique tel qu'il est en train de nous être imposé depuis les années 90. Mais sachant que ces accords prévoient notamment l'amnistie pour les éléments du CNDP, la libération des prisonniers politiques de ces mouvements et la réinsertion professionnelle des cadres administratifs ayant adhéré au CNDP sans préjudice des textes légaux en vigueur. Est-ce que les gouvernements, bon, j'ai dit Kinshasa ne se retrouve pas une fois de plus en position de faiblesse dans cette situation? Kinshasa est toujours pas en position de faiblesse, mais en position d'affaiblissement. Et moi, je fais toujours la différence entre
la position de faiblesse de Kinshasa et sa position d'affaiblissement. La position d'affaiblissement, c'est un projet beaucoup plus grand que celui du M23 ou du gouvernement putschiste de Kinshasa, c'est-à-dire la transformation pure et simple de notre pays en réservoir de matières premières pour le réseau transnational de prédation. L'agence de presse chinoise annonce une possible sortie des crises négociée entre les gouvernements et la rébellion d'IM23. Hein, alors qu'à Kinshasa, hein, on continue à nier cette possibilité. Et c'est dans ce cadre hein, que nous avons appris l'organisation le 27 septembre prochain à New York d'un mini-sommet sur la situation dans l'est de la RDC, auquel le M23 sera convié. Bah, n'est-ce pas une victoire pour les Rwandais qui a toujours souhaité cette solution hein, de négocier avec les M23? Monsieur Tinando, quand nous faisons des analyses sur notre pays, nous devons toujours aller au-delà de ce qui nous est présenté officiellement. La rencontre du 27 octobre à New York, 27 septembre. Du 27 septembre à New York, me semble répondre à l'un des principes que l'un des conseillers en matière de sécurité de Jimmy Carter lui prodiguait déjà vers les années 60, les années 61. Brzezinski disait ceci à Jimmy Carter: il faut éviter toute collision entre les États vassaux. Le dysfonctionnement qu'il y a eu dernièrement entre le Rwanda et le Congo a témoigné d'une collision entre deux États vassaux, mais plaque tournante de la vassalisation de nos populations et de l'exploitation éhontée de nos matières premières stratégiques. Alors, ces deux messieurs et ceux qui leur sont affiliés vont aller se rencontrer à New York pour réajuster le tir. Ça ne sera pas pour le bien des Congolais et des Congolaises. Non, c'est pour que la collision qu'il y a eu lieu puisse être, comment dirais-je, puisse être bien gérée de façon que le travail du réseau transnational de prédation se poursuive en bonne et due forme. Cette semaine également, Justin Bitakwira, qui est du parti UNC hein, de Vital Kamerhe, a prédit la fin du système Kabila dans une interview qu'il a accordée à un média de Kinshasa qui s'appelle Congo News. Ben, il affirme notamment ceci: il ne trouve pas de salut pour Joseph Kabila que si celui-ci s'humilie pour demander pardon au peuple congolais. Et il pense que la mise en accusation de Joseph Kabila pour haute trahison est très tranchante et que pour cela, il existe des preuves matérielles qui en apportent les preuves, notamment dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Bon, c'est le genre des propos qu'on entend ces dernières semaines hein, de la part de l'opposition politique. Mais qu'est-ce que lui, Justin Bitakwira, apporte de plus par rapport aux autres? Justin Bitakwira fait une bonne analyse, mais il en tire une conclusion approximative. Il n'y a pas de système Kabila. Il y a un système néolibéral et néocolonial auquel Kabila et ses escadrons de la mort participent. Donc le système est beaucoup plus... S'il faut parler du système Kabila, on parlerait du sous-système. Alors, le véritable système, c'est le système néocolonial et néolibéral qui prend le monde entier en otage, le Congo y compris. Alors, vouloir qu'un maillon de la chaîne de ce système demande pardon au peuple congolais, ce n'est rien comprendre au fonctionnement de ce système néolibéral et néocolonial du monde et de notre pays. Ce que Bitakwira aurait pu demander à ce monsieur-là, c'est qu'il
il accepte d'être neutralisé. Demander pardon. Il ne peut pas demander pardon parce que il fait bien son travail. Rappelez-vous que lors de l'une de nos émissions, j'ai insisté sur le fait que aujourd'hui, ceux qui connaissent le fonctionnement de ce système néolibéral et néocolonial doivent présenter leurs félicitations à ce monsieur-là et qui fait office de président du gouvernement poutiste de Kinshasa. Il réussit à merveille la tâche qui lui a été confiée, la tâche de la neutralisation, la tâche de l'affaiblissement des institutions et structures étatiques congolaises, la tâche de la transformation de notre espace vital en un état manqué et en un état raté. C'est là, M. Etienne Nandou, comme je vous le disais la dernière fois, mes analyses peuvent être fausses, mais j'ai l'impression que souvent nous limitons, la plupart des compatriotes se limitent aux choses telles que nous sont présentées officiellement. Non, il faut toujours creuser, aller au-delà de ce qui nous est présenté officiellement, connaître le fonctionnement du système néolibéral et néocolonial du monde et en connaître les instigateurs, les acteurs majeurs, leur mode de fonctionnement et la façon dont ils embrigadent les petites mains de leur œuvre, tel que le monsieur dont vous citez le nom. Mais Justin Bitakura, lui, comme d'autres opposants, ne cherche-t-il pas uniquement à faire une espèce de chantage à Joseph Kabila non, dans le but d'obtenir la nomination du fameux porte-parole de l'opposition? Non, ils ne font pas du chantage. Ils sont désaxés. Ils sont déboussolés. Et j'ai personnellement la nette impression qu'ils ne comprennent rien au fonctionnement du système néolibéral et néocolonial. S'ils en comprennent quelque chose, ils essaient eux aussi de pouvoir en tirer le maximum de profit en nous présentant les petites mains de ce système comme ces acteurs majeurs, alors que nous n'avons affaire qu'à des marionnettes. Très bien. Une délégation de la conférence épiscopale du Congo a qualifié d'injuste et injustifié la guerre imposée par les rébellions du M23 au gouvernement congolais. Les évêques se sont exprimés lors d'une messe dite le mercredi 19 septembre à la paroisse Saint-Aloïse des Rutshuru au nord Kivu. On a l'impression que dans cette histoire, l'engagement de la SENCO veut aller un peu plus loin. Est-ce la même impression que vous avez aussi? La délégation de la SENCO a réalisé quelque chose de merveilleux en allant écouter elle-même le fameux M23. Mais j'estime que elle a pu être en mesure de pouvoir mettre le doigt sur le fonctionnement de toutes ces milices qui ne peuvent se tirer d'affaire qu'en recourant au mensonge et à la dissimulation. J'ai peur que le M23 ne se soit joué de la bonne foi de la délégation de la conférence épiscopale nationale du Congo. Ça, c'est une chose. Une deuxième, est-ce que négocier, aller écouter le M23 suffit pour que le Congo puisse sortir de la guerre absurde? Cette guerre est une guerre absurde. Elle ne répond qu'aux appétits insatiables des escadrons de la mort qui font partie du réseau transnational de prédation pour pouvoir permettre aux acteurs majeurs d'avoir accès aux matières premières et stratégiques. C'est bien d'organiser un dialogue, mais je pourrais proposer à la conférence épiscopale nationale du Congo d'aller tout droit au but, c'est-à-dire de discuter avec
les acteurs majeurs de de ce gangstérisme économique. Le M23 ne constitue qu'une marionnette, comme toutes les autres, auxquelles nous avons déjà fait allusion lors de cet échange. Selon vous, c'est ce genre d'action qu'il faut mener aller sur le terrain plutôt que, par exemple, ce qu'on a vu la semaine passée à New York, hein, cette action de lobbying qui ne semble pas avoir vraiment convaincu. Non, il faut combiner plusieurs actions à la fois. Hein? Même si ils opèrent par dissimulation et mensonge, il faut les écouter, mais tout en sachant que ces gens-là du M23 ne sont que des marionnettes, des marionnettes. C'est là que, c'est en cela que consiste leur faiblesse. Ils sont sous-traités par les marionnettes des acteurs majeurs de l'élite anglo-saxonne qui est en train de pouvoir chercher à gérer le monde à l'heure actuelle. Donc, il faut par-delà les marionnettes des marionnettes, les sous-traitants des sous-traitants, chercher à discuter avec les véritables acteurs majeurs de notre exploitation et de notre mort. Très bien. Toujours dans l'est de la RDC, le secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Hervé Latsou, a qualifié d'inacceptable l'administration parallèle que les rebelles du M23 ont installée dans la partie nord, dans la partie du nord Kivu qui se trouve sous leur contrôle. N'est-ce pas une manière d'afficher l'impuissance de la MONUSCO dans cette région, hein, Mais, elle qui pourrait faire plus que de dire des incantations comme Hervé là-dessous les fait là. Monsieur Etienne Ngandou, la MONUSCO fait partie du réseau transnational de prédation. Ces paroles liées aux bonnes intentions du responsable de l'ONU, là, ne signifient absolument rien. Ce sont des paroles pour amuser la galerie. Monsieur là-dessous ne pouvait pas tout simplement fustiger la façon dont fonctionne le 1-23 à l'est de notre pays. Il fustigerait aussi le fait que le Congo est géré par un gouvernement poutiste. C'est là l'inconséquence de tous ces messieurs qui font partie du problème du gangstérisme orchestré chez nous par des acteurs majeurs de notre misère. Donc, ils débitent des discours qui ne remettent pas du tout en question le fonctionnement de ce système néocolonial et néolibéral de notre asservissement, parce que ils ne cherchent pas à démanteler les sous-systèmes qui existent au sein de ce grand système, comme le gouvernement poutiste de Kinshasa, qui règne par défi et qui va essayer bientôt, par exemple, de pouvoir restructurer euh, la commission électorale indépendante sans qu'elle qu'il se sente obligé de démissionner parce que, M. Tengando, regardez, ces gens-là, après avoir fait un coup d'État, ils trouvent que le bouc émissaire, c'est Ngoy Mulunda. Ils vont le démettre et mettre peut-être Pierre, après avoir déshabillé Paul, sans se remettre en question eux-mêmes. Comment voulez-vous que nous ayons des garanties que les choses vont se passer mieux après que ce gouvernement poutiste ait craché sur les élections de novembre et décembre 2011 et puis s'est présenté comme un gouvernement à même d'être crédible en restructurant la commission électorale indépendante. Donc, je voudrais simplement dire par cela que tous ces discours que ces messieurs chargés de la MONUSCO ou de l'ONU chez nous débitent ne remettent pas en question le fonctionnement des sous-systèmes et du système néolibéral et néocolonial de notre asservissement.
Pour revenir à la MONUSCO, selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ces fiascos? Puisque on a vu successivement deux Américains qui sont succédés à la tête de la MONUSCO. Il y a eu William Swing, ancien ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, et on a vu ce que ça a donné. Et maintenant, c'est Roger Miss, lui aussi ancien ambassadeur des États-Unis à Kinshasa. Est-ce que l'échec de la MONUSCO, ce n'est pas aussi l'échec des États-Unis qui ont voulu diriger cette mission? Non, les États-Unis n'ont pas échoué. Et là, nous émettrons toujours sur des longueurs d'onde différentes. Les États-Unis ont réussi à déstructurer le fonctionnement du Congo. C'est ça leur but. Essayez de voir toutes les guerres qu'ils ont entreprises à travers le monde. Ils ne les ont pas gagnées, mais ce sont des guerres pour pouvoir créer des États ratés. Nous vivons aujourd'hui au Congo dans un pays sans État, dans un pays sans institutions fiables et crédibles, et cela permet au réseau transnational de prédation de pouvoir opérer en toute quiétude. C'est ce que les États-Unis ont fait en Irak, c'est ce que les États-Unis ont fait en Iran avec en Afghanistan avec leurs alliés. C'est ce que les États-Unis ont fait en Libye avec leurs alliés. C'est comme ça qu'ils opèrent à travers le monde. Nous estimons qu'ils échouent parce que nous croyons dans leur rhétorique mensongère qui parle de la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Mais les États-Unis n'ont jamais travaillé pour la démocratie et les droits de l'homme. Les États-Unis travaillent pour la destruction des pays, une destruction que Naomi Klein nomme destruction créatrice. Parce que quand ils ont détruit, ils demandent à leurs entreprises d'aller construire. Hein. C'est comme ça qu'opère le capitalisme sauvage. Donc, il faut connaître ce mode de fonctionnement-là. Il y a un discours officiel qui parle de la démocratie, de la défense des droits de l'homme, du respect du droit d'intervenir pour sauver les civils, mais il y a le discours officieux de l'accaparement des matières premières stratégiques pour que ce pays-là puisse se maintenir à son niveau de grande puissance mondiale incontestable et incontestée. Malheureusement, avec toutes ces guerres organisées à travers plusieurs périodes de l'histoire, ce pays-là est en train de devenir un pays ordinaire comme tous les autres. Il y a un numéro très intéressant du monde diplomatique, Manière de voir, qui a pour titre Où va l'Amérique? Et quand vous lisez ce numéro-là, vous vous rendez compte que de plus en plus, ce pays-là, à force d'organiser des guerres absurdes, est en train de devenir un pays comme tous les autres. Très bien, toujours sur le même sujet, hein, les ministres congolais des Mines a écrit aux États-Unis et au Royaume-Uni pour demander à leurs entreprises d'arrêter d'acheter des minerais en provenance du Rwanda, qui sont les plus souvent extraits des territoires en territoire congolais. Pensez-vous qu'il sera entendu quand on sait que les États-Unis et le Royaume-Uni sont à l'avant-plan des parrains qui soutiennent le régime de Paul Kagame? Monsieur Etienne Ngandou, la guerre de basse intensité que notre pays connaît est une guerre des États-Unis, de Bill Clinton. Monsieur Etienne Ngandou, je vous rappelle qu'il y a un livre très important sur cette question, et c'est le livre que les Congolais s'habituent à oublier. C'est le livre intitulé Noir Canada. Il est important de relire ce livre-là pour comprendre ce qui se passe réellement. Mais il y a aussi, et je ne cesserai de renvoyer à ce petit film-là, qui est en permanence sur le site Ingeta, c'est le conflit au Congo, la vérité dévoilée. Quand vous avez lu Noir Canada et que vous lisez et que vous regardez ce film-là, le conflit au Congo, la vérité dévoilée, et je peux même renvoyer à un autre livre, Le mythe de la bonne guerre, un livre qui traite de la Deuxième Guerre mondiale,
pour comprendre que c'est que le ministre dont vous parlez, qui fait partie du gouvernement putschiste de Kinshasa, ce dont il parle là, ce ne sont que... il fait de la phraséologie pour nous impressionner, pour donner l'impression qu'il fait de la politique. Mais il ne va pas au fond des choses. Encore une fois, ce ministre avec son gouvernement font partie du système de néocolonisation et du système néolibéral qui entretient cette guerre absurde, et cela entre autres pour pouvoir faire de ce pays une grande puissance sur l'échiquier mondial. Mais, M. Mbello, pourquoi écrire en ce moment précis aux États-Unis et au Royaume-Uni, puisqu'il est un secret des polichinelles que depuis de longues années, hein, les Rwandais se serrent dans les mines du Congo, hein, par exemple pour financer la construction de Kigali. Tout le monde, bon, plusieurs éminents spécialistes de la question l'affirment et disent que les miracles rwandais, Kigali est financé par les pillages qu'opèrent les gouvernements rwandais, les troupes rwandaises qui sont en permanence à l'est du Congo dans les mines pour financer Kigali. Monsieur Nando, je vous poserai moi une autre question avant de répondre à la vôtre. Pourquoi ce ministre qui fait partie de ce gouvernement putschiste ne se met pas ensemble avec les autres ministres pour que le Rwanda puisse être traduit en justice devant la Cour pénale internationale ou devant la Cour internationale de justice? Pourquoi lui et son gouvernement ne se mettent pas d'accord pour relancer l'accusation qui avait été déjà portée devant le tribunal, la Cour internationale de justice contre le Rwanda? C'est pour vous dire que ce ministre-là fait de la phraséologie pour amuser la galerie et donner l'impression que lui et son gouvernement putschiste font de la politique, ce qui n'en est rien. Très bien. L'ambassadeur allemand à l'ONU, Peter Wittig, hein, qui préside les conseils de sécurité, a affirmé ceci: les membres du Conseil de sécurité sont d'accord pour considérer qu'une solution politique à la crise est une priorité absolue. Hein, et de poursuivre qu'ils détectent une volonté de renforcer les dialogues politiques et de ne pas se focaliser sur des sanctions à l'heure actuelle. Hein, et de conclure que les dialogues, les renforcements de la confiance et de la coopération entre Kigali et Kinshasa sont nécessaires d'urgence pour traiter les racines du conflit. Ce propos indique visiblement que la diplomatie congolaise a été incapable de convaincre par rapport aux accusations portées contre le Rwanda. Monsieur Etienne Nando, en dehors de la diaspora congolaise et d'autres forces acquises au changement qui essaient de se battre comme des diables dans des bénitiers, de façon que la voix du Congo puisse être entendue sur l'échiquier mondial, il n'y a pas de diplomatie congolaise. Je me répète, le gouvernement putschiste de Kinshasa fait partie du problème congolais. C'est d'un. De deux. Pourquoi ces messieurs qui parlent à partir de l'ONU ou de leurs pays occidentaux exigent-ils des sanctions contre l'Iran, des sanctions contre le Cuba, des sanctions contre la Syrie et non pas contre le Rwanda? C'est ça le problème. Est-ce que le Congo et les autres pays de la sous-région des Grands Lacs pourront réellement se tirer bien d'affaire dans un contexte de l'impunité, dans un contexte où les criminels de guerre sont considérés comme des citoyens normaux? C'est là le problème. C'est vrai que nous avons besoin de forces acquises à la paix pour pouvoir organiser le dialogue entre les différents protagonistes de cette guerre de basse intensité qui nous est imposée. Mais j'ai l'impression que nous nous trompons toujours d'adversaire. Le Rwanda n'est pas le véritable adversaire du Congo. Non. Le véritable adversaire du Congo, c'est le système néolibéral et colonial chapeauté par l'élite anglo-saxonne.
Tant que nous mettrons entre parenthèses cette question qui me paraît fondamentale, nous n'avancerons jamais. Mais n'est-ce pas aussi un échec pour la délégation composée de plusieurs confessions religieuses qui était à New York il n'y a pas très longtemps pour essayer de convaincre et d'accuser le Rwanda par rapport à cette situation. Si le Conseil de sécurité continue à préconiser les dialogues et ne veut pas dans le sens de faire davantage pression sur le Rwanda, n'est-ce pas aussi un échec pour cette délégation qui s'était déplacée à New York? Monsieur Etienne Gandou, est-ce sur le Rwanda qu'on doit faire pression? Oui, mais non aussi. Le Rwanda n'est qu'un pays satellite. Le Rwanda est un pays satellite qui opère avec ses milices et ses escadrons de la mort qui ont infecté toutes les organisations et les institutions congolaises. Le problème me semble être celui du démantèlement du réseau transnational de prédation. Et ce réseau est chapeauté par l'élite anglo-saxonne a ses maillons. Et ce réseau a ses marionnettes. Donc, si je vous comprends bien, selon vous, est-ce qu'il faudrait venir accuser l'Occident devant lui-même? Est-ce que cela aurait un sens que de venir accuser l'Occident? Non, il y a une autre démarche. Il y a une autre démarche. Oui, c'est laquelle? Il y a une autre démarche, c'est celle de la mise debout de nos masses populaires. Et là, je peux être contredit. Et là, nous en sommes encore un peu loin. C'est quand notre peuple, dans son immense majorité, dira non à la perpétuation de ce système néocolonial et néolibéral, que nous allons nous tirer d'affaire. Nous ne tirerons pas d'affaire avec les tribunaux et les politiques qui font partie du problème. Hein? Vous savez que je vous rappelle toujours le titre du livre de Florence Hartmann, Paix et châtiment, les guerres de la justice et de la politique, les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale. La guerre de basse intensité qui nous est imposée est aussi et surtout la guerre de la justice et de la politique internationale. C'est nous-mêmes qui devons devenir les acteurs de notre libération. Ni la justice internationale, ni la politique internationale ne nous apporteront rien. Peut-être qu'en nous ralliant avec d'autres peuples qui ont essayé de donner un coup fatal à ce système néolibéral et néocolonial, nous pourrons nous tirer d'affaire. Mais trop attendre de New York, de Londres, de Washington, de Paris, de Bruxelles, c'est nous leurrer sur les véritables enjeux de la guerre d'agression et de basse intensité qui nous est imposée. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas aller plus dans le sens d'essayer de convaincre, de toucher les opinions publiques? On sait que les politiques en Occident sont très sensibles à ce que pensent les opinions publiques. Ne faudrait-il pas davantage travailler dans ce sens-là? Aussi, et là vous avez raison, monsieur Etienne Nandou, mais n'oubliez pas que les opinions publiques occidentales sont manipulées par leurs médias. Et Dieu merci, il y a de plus en plus des médias alternatifs qui s'imposent petit à petit sur la scène internationale. Aujourd'hui, quand vous lisez Le Grand Soir, quand vous lisez Michel Collomb, quand vous lisez Voltaire, quand vous lisez le site de la Résistance, vous avez d'autres sons de cloche que Le Figaro, Libération, et Le Monde, ainsi de suite. Mais le problème est que les opinions publiques et le public occidental soient au courant et soient branchés sur ces médias alternatifs. Et je pense que Congo One peut aussi jouer le rôle de média alternatif avec ces petits efforts qu'il est en train de conjuguer. Je pense qu'un monsieur comme Cheikh Fita est en train de jouer le rôle des médias alternatifs comme monsieur Ambawechi. Il faut aller beaucoup plus dans le sens des médias alternatifs
et apprendre à lutter sur le court, le moyen et le long terme. Dans l'immédiat, nous avons encore beaucoup de boulot et du boulot sérieux. Très bien. Le ministre de l'Intérieur congolais, Richard Mouèche, a rencontré les partis politiques congolais cette semaine et dans son allocution prononcée pour la circonstance, il a demandé à ces derniers de se mobiliser en vue de participer à la dynamique du succès du 14e sommet de la francophonie qui se tiendra le mois prochain à Kinshasa. Est-ce une manière pour le pouvoir de demander à l'opposition de ne pas appeler à manifester pendant les sommets pour donner une image bon enfant? Monsieur Étienne Nando, l'opposition congolaise manifesterait pour faire quoi? Et pour dire. Et là, dans, nous sommes en plein dans une mentalité euh, de complexe d'infériorité. Ce n'est pas parce que François Hollande arrive à Kinshasa qu'on doit pouvoir manifester. Non, on doit avoir des actions organisées, programmées et planifiées sur le court, le moyen et le long terme. Si je vois mes frères et mes sœurs sortir parce que François Hollande est à Kinshasa, j'aurais honte. J'aurais honte en me disant, nous ne comprenons rien à ce qui est en train de se passer réellement. Il n'y aura pas que François Hollande au sommet de la francophonie. Il y aura d'autres pays. Peut-être que on pourra profiter, nos compatriotes pourront profiter de cette opportunité-là pour pouvoir parler librement. Mais une liberté d'expression ne se conquiert pas en l'espace de quelques jours d'un sommet. Nous devons pouvoir rompre avec ces méthodes, avec ces exhibitionnismes qui prouvent que nous nageons en plein dans le complexe d'infériorité. Mais M. Mbelou, Oui, n'est-ce pas oui. plutôt le pouvoir qui cherche, en convoquant les partis politiques, n'est-ce pas plutôt le pouvoir qui cherche à donner l'image d'un État démocratique qui fonctionnerait normalement, en demandant aux partis politiques de jouer les jeux? Parce que je rappelle, l'initiative vient du pouvoir, ce ne sont pas les partis politiques. Monsieur Tenangandou, mais vous parlez de quel pouvoir? Mais le pouvoir de Kinshasa. Le pouvoir putschiste de Kinshasa fait partie du système qui organise les sommets de la francophonie. N'oubliez pas cela. Donc, c'est francophonie, pouvoir putschiste de Kinshasa, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Mais maintenant, qu'est-ce que ce pouvoir putschiste veut faire? Il veut donner l'impression que ça fonctionne bien chez nous. Mais c'est une bêtise. C'est une bêtise et une bêtise inutile pour les Congolais et les Congolaises avertis. Donc, pourquoi est-ce qu'on se mettrait ensemble pour faire semblant? Parce que un sommet qui participe du système néolibéral et néocolonial est organisé au Congo. C'est là que j'ai dit, M. Tengan, j'ai toujours conscience, j'ai toujours conscient, j'ai toujours présent à l'esprit que je peux me tromper. Mais j'ai l'impression, une forte impression, que notre analyse de la marche du monde est boiteuse. On organise un sommet de la francophonie à Kinshasa. C'est le moment de pouvoir sortir. Non, nous devons sortir chaque jour. C'est chaque jour que nous devons sortir pour manifester et dire notre nom à ce pouvoir putschiste de Kinshasa. Il ne faut pas attendre que les gens de la francophonie soient là. La francophonie, comme je venais de le dire, et le fonctionnement du système putschiste de Kinshasa, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Ils font partie des mêmes réseaux, du réseau transnational de prédation. D'ailleurs, bientôt, ils vont aller exploiter le pétrole dans le pas de Virunga, qui est considéré comme le patrimoine de l'humanité. Vous voyez, c'est ce fonctionnement-là qui risque de remettre au calendrier grec notre émancipation de ce système néolibéral et néocolonial. Dieu merci, les petits restes ont compris. Ils travaillent d'arrache-pied, ça traîne, c'est vrai, mais ils ont compris. Très bien. Le même ministre de l'Intérieur a déclaré que des indices sérieux existent sur le projet
déroger Lumbala de faire un coup de force afin d'assumer les plus hautes charges de l'État en RDC. N'est-ce pas une manière de chercher à détourner l'attention sur les graves accusations qui pèsent sur Joseph Kabila de sa collusion avec la rébellion du M23? Monsieur Etienne Ngando, sur cette question-là, je vous demanderai, je ne sais pas si vous avez écouté Roger Lumbala. Roger Lumbala a donné une interview à Monsieur Roger Bongos de Afrique Rédaction. Il est aussi important de pouvoir l'écouter. J'ai lu les commentaires de certains compatriotes sur cette sortie médiatique de Roger Lumbala. Il est tourné en dérision. Ces compatriotes peuvent avoir raison. Mais Lumbala, c'est un rebelle. Il connaît très bien le fonctionnement des milieux auxquels participe le pouvoir brutiste de Kinshasa. Et c'est là que je me dis, comme cela est dit dans ma langue, que les gens commencent par écouter Roger Lumbala. Qu'ils le tournent en dérision après, c'est de leur droit. Mais si on écoute ces gens de Kinshasa, qui opèrent dans le mensonge et la dissimulation, comme leurs amis du Rwanda et leurs autres amis du réseau transnational de prédation, on ne se fera pas sa propre religion sur ce qui se passe réellement. Supposons que Roger Lumbala soit allé à Kigali pour faire un putsch au pouvoir putschiste de Kinshasa. Et supposons que Roger Lumbala évoque l'article 64 de la Constitution qui gère le pays aujourd'hui. Où serait le problème? Eux-mêmes, ce sont des putschistes. Ce sont des voleurs qui crient aux voleurs. Ils ont fait un coup d'État après la mascarade électorale de novembre et décembre 2011. Et, comme ce sont des putschistes, ils ont peur qu'eux-mêmes puissent être renversés. Donc, M. Etienne Ngando, sur cette question de Roger Lumbala, même si je n'ai jamais été d'accord avec ces méthodes, hein, c'est du populisme, c'est de l'exhibitionnisme, aujourd'hui il dit une chose, demain il dit une autre, mais Lumbala et ceux qui gèrent Kinshasa aujourd'hui font partie des mêmes moules. Ils sont venus tous de Kigali. Ils ont été soutenus tous par Kigali. Ils se connaissent. J'espère que Lumbala connaît mieux que moi le fonctionnement de tous ces groupes-là. C'est là que nous, Congolais, à un certain moment, je me dis, certains d'entre nous, parce qu'il y en a d'avertis qui comprennent mieux les choses. Parce que parce que Lumbala parle, on ne l'écoute pas. Mais ce que dit ce type que vous appelez ministre de Kinshasa là, on écoute. Non, il faut écouter et les uns et les autres. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe chez nous? Tous sont confondus. C'est ça le problème. Il y a un compatriote qui est au Canada qui a écrit un très bel article que peut-être plusieurs d'entre nous n'ont pas lu. C'est Bertrand Kabongo Lukunda, qui est mon confrère prêtre de promotion. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? Monsieur Etienne Ngando, je voudrais que vous soyez attentif à ce que je vais vous dire maintenant. On a touché à un pays de bende. Bintu Biambende. Ces gens-là sont venus prendre les Bintu Biambende. Ils sont venus nous agresser pour nous dépouiller, pour dépouiller le Congo de ses biens sans le sens, ce qu'on appelle dans notre langue le sens. Et dans notre langue, il y a un adage qui dit vous ne pouvez pas venir dans un pays qui vous accueille, qui vous a offert de l'hospitalité. Vous commencez à tuer les gens qui vous ont offert de l'hospitalité. Vous commencez à piller leurs biens et vous pensez rester impuni toute votre vie. Non. C'est ainsi que l'Ombende, dont les biens ont été pillés, dont les fils et les filles ont été tués, est en train de semer de la confusion entre ces gens-là. Il y a de la confusion entre Kigali et Kinshasa. Il y a de la confusion entre tous ces escadrons de la mort qui ont opéré dans le M23, dans le CNDP, dans les différents RCD. C'est ça le problème. Et là, dans ma foi de charbonnier, j'ai dit, le Mbende là, c'est Dieu qui est en train de confondre tous ces gens. Ils ne savent plus comment faire leurs calculs. Vous ne pouvez pas dans un pays qui vous a accueilli. Il y en a qui sont arrivés dans ce pays-là avec de bottes de caoutchouc et qui comptent aujourd'hui des milliards de dollars après avoir
tué nos populations qui les ont accueillis. Et vous pensez que ces messieurs-là vont être tranquilles toute leur vie? Non. Ce système prendra fin. Ces messieurs-là devront un jour ou l'autre, même leurs progénitures finiront par répondre de ces forfaits et qui nous ont causé beaucoup trop de tort parce que nous avons eu le malheur de dire nous sommes frères, nous sommes africains, nous pouvons nous accueillir. Aujourd'hui, on traite de lâche, on traite des Congolais de tous les maux. Mais pourquoi est-ce que nous devons nous engager dans la sauvagerie de la guerre? Une guerre pour l'argent sale qui n'a d'autre but que l'argent pour l'argent. Il se passe en Afrique centrale et au Congo quelque chose de merveilleux. Regardez comment Lombende a confondu ces gens. Lumbala pas, mais Lumbala c'est un gangster, il connaît mieux ces milieux-là que quiconque. Il a osé, il a pris des risques, il nous livre ce qu'il a vu. Écoutons-le. Il est à côté de la plaque parce que c'est un bandit, mais nous avons aussi besoin de ces bandits-là parce qu'ils connaissent ce milieu de l'intérieur, M. Etienne Ngandou. Qu'est-ce que Lumbala est allé voir à l'Est? Il a vu qu'il y a des gens qui exploitent nos matières premières et qui sont couverts par Kinshasa et le M23 qui font partie du même système, le système néolibéral de la prédation et de la décolonisation de notre pays. Il faut écouter Lumbala. Nous ne sommes pas obligés d'adhérer à ces thèses, mais il faut l'écouter. Pourquoi est-ce qu'ils avaient peur que Lumbala ne se promène? Parce que beaucoup de gens se promènent. De quel droit les Kalev et les autres peuvent aller au Rwanda, au Burundi et pas Lumbala? De quel droit? Où est-ce que c'est écrit qu'aujourd'hui les Congolais ne peuvent pas se promener comme ils veulent en Afrique? Eux vont aller se retrouver à New York pour pouvoir négocier et dépasser leurs différends. Non, Lumbala ne peut pas se promener à Kigali, à Bujumbura. Qui dit cela? C'est écrit où? Très bien. Les collectifs de 13 ONG de défense des droits de l'homme demandent à l'Agence nationale des renseignements, l'ANR, de libérer les députés Eugène Dioumi Ndongala. Donc c'est ce qu'ils ont affirmé le jeudi 20 septembre à Kinshasa lors d'un point de presse. Par rapport à cette situation de Dioumi Ndongala, on ne sait plus quoi dire. Hein. Le gouvernement nie n'être au courant de rien. Les ONG affirment qu'ils seraient dans les geôles du pouvoir. Finalement, on se perd en conjecture par rapport à cette situation. Monsieur Etienne Ngandou, qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un gouvernement putschiste qui opère dans la dissimulation et le mensonge? Rien. Rien du tout. Et nous ferons encore des martyrs. Vous ne serez pas étonné que demain j'attrape une balle dans la tête. Et nous ferons encore des martyrs parce que vous ne savez pas libérer un peuple pris en otage comme le nôtre sans verser votre sang. Mais ce n'est pas le sang que vous souhaitez, mais c'est le sang qui coule parce que vous avez des engagements. Qu'est-ce que Dioumi Ndongala a commencé à faire? Mettre les Congolais ensemble, mettre les forces acquises au changement ensemble. Qui pouvait tolérer un tel monsieur? Qui pouvait le tolérer dans un système néocolonial et néolibéral? Et nous aurons encore des martyrs, ce n'est pas terminé, M. Etienne Ngandou. Nous luttons contre des forces obscures, contre des forces cyniques, contre des peuples, des forces qui ne nous considèrent pas comme des humains, des forces qui nous nient toute humanité, des forces capables de nous tuer, de nous détruire. Dioumi Ndongala, c'est un cas parmi des milliers d'autres. Très bien, dans le même sens, toujours dans ces affaires de Kinshasa, John Numbi veut faire interdire toute utilisation de son image avec l'affaire Chebeya. Donc c'est comme ça qu'il attaque en justice le réalisateur belge Thierry Michel pour son film sur l'assassinat de Floribert Chebeya. Et l'affaire va être traitée en référé au tribunal de Liège. On attend un verdict pour le mardi 25 septembre du mois en cours. Un petit commentaire à ce sujet. Que Numbi attaque Thierry Michel en Belgique, donc il est fait certainement avec le soutien du gouvernement de Kinshasa. Ce n'est pas Thierry Michel qui a dit que John Numbi était l'assassin de Floribert Chebeya. C'est l'épouse de Floribert Chebeya qui le dit haut et fort. Et puis, Paul Milambwe existe et Thierry Michel
a eu des contacts avec Paul Milambwe. Qu'on garantisse la sécurité à Paul Milambwe, il va comparaître. C'est un petit procès pour faire peur à Thierry Michel. Mais je ne crois pas que Thierry Michel puisse se laisser impressionner par John Numbi, qui est un Congolais de souche, mais qui fait partie de ces réseaux transnationaux de prédation et de la mort. John Numbi le paiera, et il le paiera très cher. S'il ne le paye pas lui-même, sa progéniture le paiera. Il donne l'impression d'être protégé, il donne l'impression d'être fort, d'avoir assumé sa tâche, mais il le paiera. Il le paiera. Un jour, il rentrera tout petit dans ses petits souliers. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, Monsieur Etienne Ngandou, et à la semaine prochaine.